Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au morning meeting de 11 heures. Vincent Gann pour vous retrouver. Nous sommes le mardi 21 juillet 2015, il est 11 heures. Bienvenue donc le morning meeting, pas de statistiques majeures attendues ce jour, par contre des résultats d'entreprises américaines et notamment des poids lourds du compartiment technologique. J'en parlerai dans le programme Wall Street Insider. Donc ce matin, je vais revenir sur les prochains fondamentaux classiques à suivre sur les marchés. Et c'est notamment le mercredi 22 juillet. Il faut se préparer pour le mercredi 22 juillet. La Banque d'Angleterre, la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande, bref, il y a un certain nombre de choses à faire, à comprendre, et c'est ce dont je vais parler ce matin dans le morning meeting. Le DAX, le CAC, les principaux indices boursiers au sein de la zone euro qui marquent une pause après 9 séances consécutives de hausse à la Bourse de Paris et 13% de reprise depuis les points bas, les 4600 points de l'indice CAC 40, tour d'horizon des paires de devises majeures, un panorama complet des matières premières, un rapport spécial sur les matières premières qui sont sous pression avec un des nouveaux plus bas de 5 ans de l'once d'or, un prix du pétrole qui recule, mais pas seulement. Pourquoi Je vais revenir sur ces éléments-là. Je n'oublierai pas non plus les marchés de taux à travers une analyse technique du contrat de taux souverain allemand à 10 ans, le Bund, qui lui de toute façon est désormais neutre sur les marchés financiers. Voilà donc pour le programme du Morning Meeting, mardi 21 juillet 2015. Le trading sur devises et CFD comporte un haut niveau de risque. Vous avez sous les yeux l'avertissement sur les risques liés au trading. C'est une présentation qui est réalisée à titre purement indicatif. Alors aujourd'hui, il n'y a pas de statistiques majeures, c'est comme ça. Ce qui laisse justement le temps de se préparer à l'agenda économique qui sera chargé le mercredi 22 juillet 2015. Alors concrètement, les marchés restent bien orientés. Hier, Wall Street a enregistré d'ailleurs une troisième séance consécutive d'une faible hausse. Dollar américain qui temporise à très court terme, le taux de change euro-dollar qui tient 1,0820 $, un seuil technique très important, vous le savez, je vais revenir dessus, le pétrole qui baisse, l'or qui baisse, l'argent qui baisse, les entreprises US qui dévoilent des résultats qui sont satisfaisants, et donc ce mardi 21 juillet, pas de statistiques macroéconomiques majeures. Alors premier point avant d'en venir à l'étude des graphiques et l'action des prix en intraday, le calendrier économique. Alors que nous dit-il justement pour ce mardi 21 juillet? Eh bien il y avait quand même quelque chose à suivre la nuit dernière à 3h30 du matin, les minutes de la Banque de réserve d'Australie. Nous vous proposons sur notre site un article qui revient sur cet événement monétaire. Donc vous vous rendez ici sur la page d'accueil, AUD-USD, la Banque de réserve d'Australie maintient le cap accommodant. Donc un rapport, un rapide décryptage de ce que le gouverneur Glenn Stevens a expliqué hier soir, et donc une analyse technique en tendance du taux de change AUD-USD. Donc si le taux de change AUD-USD vous intéresse, je vous invite à lire cet article, il est complet, et il dit l'essentiel pour un taux de change qui se stabilise. Donc ça c'était l'événement monétaire de la nuit dernière. Alors maintenant je reviens justement sur le calendrier économique, et notamment la séance de demain, mercredi 22 juillet, c'est le réveil du marché. Mercredi 22 juillet, deux événements de politique monétaire, les chiffres dans l'immobilier résidentiel neuf aux États-Unis, et puis la grande journée fondamentale pour la zone euro, c'est vendredi 24 juillet. D'ailleurs, vendredi 24 juillet, journée spéciale en salle de trading sur DailyFX, avec une salle de trading qui s'ouvre du matin au soir aux intervenants du forum DailyFX. Donc vous allez avoir davantage de détails qui suivront. Mais vous avez la parole vendredi 24 juillet sur DailyFX en salle de trading. 4 invités spéciaux que Sylvain vous présentera d'ici là. Alors, demain matin, les minutes de la Banque d'Angleterre. Les minutes de la Banque d'Angleterre, c'est important parce que lors de la dernière décision de politique monétaire, le 9 juillet dernier, 9 juillet 2015, la Banque d'Angleterre a maintenu ses taux d'intérêt, mais Mac Carney, à travers une conférence de presse, a évoqué qu'un relèvement des taux aurait lieu, mais qu'il serait graduel, mais qu'il aurait lieu aux alentours de la fin de l'année, au tournant en fait de la fin de l'année. Donc le GBP-USD, va falloir justement en parler sérieusement. Et donc demain, la décision de politique monétaire de la Banque de réserve d'Australie, la Banque de réserve d'Australie qui demain devrait baisser ses taux. Devrait baisser ses taux à 23 h demain, décision en matière de taux de la Banque centrale de Nouvelle-Zélande.
avec un marché qui anticipe une baisse des taux de 3,25 à 3%. Voilà donc pour l'introduction. En ce qui concerne ce soir les résultats des entreprises américaines après marché, Apple, Yahoo et Microsoft. Ça, ce sont les poids lourds pour Wall Street. Apple notamment, première capitalisation boursière. J'aurai l'occasion de le suivre, Apple, demain, de revenir dessus en utilisant pour le moment la plateforme MetaTrader 4 de FXM. Et puis à la rentrée, bien sûr, hein, l'offre intégrale action sur la Trading Station et notamment les graphiques ici sur la plateforme MarketScope. Alors on commence par un tour d'horizon des paires de devises majeures en utilisant les graphiques intraday. Sur ce graphique intraday qui expose les bougies japonaises en données horaires du taux de change euro-dollar figure un niveau de prix horizontal en bleu. Pourquoi? Parce qu'il n'appartient pas à cet horizon de temps. Il provient de l'horizon de temps supérieur journalier hebdomadaire. C'est un niveau important, 1,0820 $. Alors je comprime quand même que vous ayez une vue sur l'importance de ce niveau horizontal. Il s'agit du plus bas du 27 mai dernier, ligne de séparation des doubles rejets, du double rejet sous 1,1450 $. Alors en analyse chartiste, c'est un niveau qui est important parce qu'il peut activer une structure d'inversion de tendance, le fameux double top sous les 1,1450. Mais ce n'est pas fait. L'importance de ce niveau est actuellement démontrée par le marché, puisque si vous prenez toutes les bougies japonaises en données horaires sur le taux de change euro-dollar depuis l'ouverture du marché d'échange dimanche dernier à 22 h, que se passe-t-il? Vous constatez que toutes les bougies horaires défendent ardemment le niveau des 1,0820. En clair, dès que le marché tombe sur 1,0820, des capitaux achètent ce marché. Alors, l'amorce d'un rebond, c'est trop tôt pour l'instant. Par contre, il y a une stabilisation, on la constate forcément. C'est le dollar américain aussi qui marque le pas après presque un mois de progression continue, à un rythme très progressif d'ailleurs. Vous avez notamment sur ce canal, sur le graphique pardon, du Dow Jones FXM Dollar Index, un canal de progression en place depuis le 18 juin. Alors pourquoi le 18 juin? À nouveau au lendemain de 2 jours de réunion du FOMC, le comité qui décide des perspectives de la politique monétaire de la Réserve fédérale. Donc ce marché a bien progressé et il a rejoint ici les sommets du 1er juin. On marque le pas à court terme, on reste quand même bien orienté, on peut éventuellement revenir sur certains niveaux de support. Il y a sur le Dow Jones FXM Dollar Index, en données 4 heures, une structure ici en avalement, qui finalement neutralise la tentative de débordement de la résistance à 12 043 points, qui peut renvoyer le dollar US sur un niveau de support comme les 12 000 points par exemple. Bon, à la base, ce qui est intéressant, c'est de se positionner long sur ce marché dans le bas de canal. Ce qui permet donc à un certain nombre de paires en dollars d'entamer un rebond technique, et notamment le taux de change euro-dollar sur ces fameux 1,0820 $. Alors les 1,0820 $, c'est vraiment le seuil décisif ici sur le taux de change euro-dollar. Que peut-il se passer? Il y a deux possibilités à très court terme. La première, rester dans le range. Alors une dérive latérale. Ça, c'est un scénario possible. Je vais jeter un œil ici au chandelier en données 4 heures sur le taux de change euro-dollar. Regardez donc la reprise impulsive qu'on avait fait le 27 mai dernier. Mais pour l'instant, ça reste un range. Simplement un range. La résistance swing, la première, c'est 1,0916. Si jamais le marché dépasse les 1,0860, ce sera en effet pour rejoindre les 1,0916. Alors je vais repasser ici en bougie horaire. Mais pour l'instant, ce n'est pas fait. Mon opinion est que d'ici vendredi 24 juillet, grosse journée fondamentale pour la zone euro avec les indices PMI de Markit. Alors Markit, c'est une entreprise privée qui édite des agrégats de conjoncture économique et ils sont très respectés par le marché. En l'état, j'utiliserai pour des stratégies intraday les cours de clôture horaires. Ça me paraît largement suffisant. Pas besoin d'attendre du H4. En l'état, tant qu'aucun cours de clôture n'est enregistré en dehors de ces bornes, 1,0819 et 1,0860, le scénario le plus probable sur le taux de change euro-dollar, c'est le maintien des conditions de ce trading range. Donc on peut durer, hein, ça peut parfaitement durer.
Euh, Comment est-ce qu'on utilise un trading range? Bah, on vend la résistance, on achète le support. En cas de clôture horaire au-dessus, l'idée c'est de rejoindre les 1,09, 1,0916. Une clôture horaire à 1,0875. Ce serait signal d'achat pour viser 1,09, 1,0916. Mais pour le moment, les conditions techniques sur le taux de change euro-dollar, elles sont parfaitement stables avec ce range au-dessus du support important à 1,0820 $. Alors maintenant que nous dit le câble, le GBP USD, le câble en l'honneur des câbles sous-marins, des câbles transatlantiques, qui permettait de rejoindre, c'était le télégraphe entre le Royaume-Uni et les États-Unis, le câble donc. Euh, Important de le suivre parce que demain à 10h30, la Banque d'Angleterre rendra public le compte-rendu de sa dernière décision de politique monétaire. Cette même décision de politique monétaire qui n'en était pas une puisque les taux sont restés stables, mais par contre qui avait été suivie d'une conférence de presse de Mac Carney, le gouverneur de la Banque d'Angleterre, qui lui a précisément évoqué un scénario de relèvement des taux, alors certes à un rythme lent, mais il l'a évoqué pour le tournant des années 2015 et 2016. Bon, c'est vague, ça veut dire quoi? C'est vague, mais le marché continue de se projeter. Le GBP, c'est une devise forte. Et cette force, elle se voit notamment lorsqu'on l'oppose à des devises faibles. GBP CAD, GBP NZD, Euro GBP et d'autres. GBP AUD aussi. Par contre, le GBP USD, c'est une autre affaire parce que ces deux devises, les deux cycles monétaires sont proches. Un niveau important, le pivot ici à 1,5552. Mais le câble, il a marqué le pas parce que, regardez, voilà, le câble, lorsqu'il a rejoint 1,59 $, en fait, il avait retracé 50% de toute sa baisse ici entre l'été 2014 et avril 2015. Je vais faire confiance à l'analyse graphique. Tant que le marché se maintient au-dessus des 1,5550, le scénario sur ce taux de change, c'est de rester dans ce petit range et de rejoindre les 1,5675 $. À mesure que les prochaines heures vont passer, le marché va se projeter en fait sur cet événement monétaire, donc demain, les minutes de la Banque d'Angleterre à 10h30, et à ce moment-là, on peut envisager que le GBP USD soit en mesure ici de rejoindre les 1,5675 $. En tout cas, dans le cadre d'une stratégie de trading, il s'agit surtout d'identifier des niveaux techniques pour gérer son risque. À ce moment-là, on peut parfaitement positionner le stop sous 1,5530. Bon, en tout cas, voilà. Alors, première question de Jérôme, il y a une clôture horaire sur le taux de change euro-dollar sous les 1,0819. Oui, mais quand je parle d'une clôture, c'est significatif. Un breakout, ça va dire ce que c'est significatif. Il y a en effet une clôture horaire sous les 1,0819. Il y a eu une clôture horaire à 1,0814. 5 pips. 5 pips, ce n'est pas ce que j'appelle un breakout. L'idée, c'est quoi? Comment on utilise une cassure? On fait une cassure de 20 ou 30 pips. Alors, on ne paye pas lorsqu'on est 30 pips au-dessus. On attend le pullback. Donc si on avait une cassure, une clôture horaire à 1,08 voire 1,0790, là on avait la cassure. 1,0820 changeait de statut, devenait résistance, et on vendait le rebond technique. C'est comme ça, en tout cas, que moi j'invite à utiliser l'analyse technique. Après, chacun sa façon. Mais c'est comme ça que je déploie mes arguments, quoi. Alors les paires majeures, la UD-USD, vous avez donc sur notre site un article, je vous invite à le lire, il dit tout en substance. Maintenant que puis-je vous proposer comme approche sur le taux de change USD-Yen et le taux de change USD-CAD? USD-Yen, c'est un objectif atteint, donc il faut prendre ses bénéfices si vous avez été long. Tout a commencé sur le taux de change USD-Yen par une structure ici en épaule, tête, épaule, avec la cassure haussière de la ligne de coup le 13 juillet, c'était lundi dernier, puis le pullback le mardi 14. Et donc vous avez ici une extension de Fibonacci qui expose les cibles théoriques. Et il y avait notamment 124,40. 124,40, c'est une résistance, objectif propre à l'analyse technique, il ne m'appartient pas. Mais il faut prendre des bénéfices, je pense, sur le taux de change USD-Yen. Bon, en cas de débordement, ce marché prolongerait bien sûr.
Alors le NZD-USD, je n'en dirai pas davantage. Le NZD-USD, il y a un point complet qui arrive sur le site, en amont de la décision de politique monétaire. Vous vous posez tous la question, est-ce que c'est anticipé ou pas? Quels sont les scénarios possibles après la baisse des taux qui est attendue demain? Et imaginons que la RBNZ ne baisse pas ses taux. Alors, bref, vous allez avoir d'ici cet après-midi et demain, vous aurez tout le temps de le lire, un article qui exposera donc des scénarios possibles sur le NZD-USD. C'est la seule décision de politique monétaire de la semaine, donc voilà, ça nous paraît majeur. Alors voilà pour le tour d'horizon des paires majeures. Les résultats US, vous avez compris. Les prochains fondamentaux, vous avez compris. Moi, je vais revenir maintenant sur le DAX et le CAC. Le DAX et le CAC, bon, bah, c'est pas bien compliqué. 9 séances consécutives de hausse, 14% de reprise. Le marché, à la faveur de contradictions négatives de momentum, change d'angle. La tendance haussière est en train de prendre un angle plus plat et probablement l'établissement du marché dans un range. Deux niveaux, bas de range sur le CAC à 5095 et sur le DAX, ce sont les fameux 11 633 points. Les sommets du 23 juin dernier. Le DAX propose l'établissement d'un range, probablement rectangulaire d'ailleurs. Donc après un mouvement vertical, c'est toujours intéressant de constater que ce marché propose ce qui pourrait être à la base une sorte de drapeau latéral, donc un rectangle quoi, dans l'attente de la sortie. Donc je le positionne. Et voici donc quelles en sont les deux bornes. Oh, je me suis trompé de couleur. Ici c'est blanc, ici c'est bleu. Voilà. Et donc le niveau, c'est ça. C'est le précédent sommet du 23 juin. 11 633 points. Probablement un point d'entrée à l'achat. Le rempart. Le garant de la phase de reprise depuis le 8 juillet. Dont la traduction technique se trouve à 5095 sur le CAC. Alors notons l'impact de la contradiction négative de momentum sur le RSI en données horaires. Notons par contre à court terme le retour de l'indicateur sur la neutralité qui agit comme support, à l'image du 15 juillet, du 17 juillet ou encore d'aujourd'hui. Alors que même les prix ne sont pas dans la partie basse du range. Il y a donc quand même une forme de résilience dans la consolidation après toute cette hausse. On sent que le marché peine quand même à quitter son angle de progression, mais on a quand même eu un changement de dynamique, ça c'est certain. Alors voilà donc pour le tour d'horizon du DAX et du CAC. Je vais revenir sur l'ITA 40, parce que d'une part il y avait des questions, et d'autre part les marchés actions du sud de l'Europe, j'aime pas cette expression, mais marché actions dit périphérique, c'est moche aussi comme expression, je trouve trop péjoratif, ont largement surperformé. Pourquoi? Parce que ce sont des marchés actions qui ont beaucoup souffert début juillet de la hausse des taux obligataires de leur pays, donc avec une contagion directe de l'envolée du taux obligataire de l'État grec à 20% pour la maturité 10 ans. Ce qui a finalement, suite à cette reprise, là qui pour le coup est verticale, amené l'ITA 40 à dépasser ses sommets du mois d'avril. Donc imaginez un CAC dépassant les 5285, l'ITA 40 lui l'a fait. On temporise à court terme, on a dépassé cette oblique. Je pense que sur l'ITA 40, il existe un support ici à 23 840. En fait, cette ancienne ligne de tendance, ici. Je vais simplement jeter un œil aux bougies japonaises en données horaires. Constate pas de div, rien de spécial. Donc j'aurais tendance, moi, à vous inviter à surveiller le point de contact avec cette ligne de tendance. Un point de contact aux alentours des 23 867 points. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des questions sur d'autres actifs que les paires majeures, je ne sais pas, vous pouvez avoir des questions sur l'euro AUD, le GBP AUD ou le GBP Yen. Tenez, demain, il y a les minutes de la Banque d'Angleterre, le GBP est fort. Est-ce qu'il faut acheter le GBP CAD, le GBP Yen? Y a-t-il encore du potentiel? Bon, ça, je peux répondre à cette question, mais je vais d'abord regarder l'euro GBP. Moi, l'euro GBP, je vise toujours 0,69. Bon, on s'est arrêté avant. Est-ce qu'on peut encore y aller? J'ai envie de dire oui. À court terme, on fait un range. Moi, il y a une résistance sur l'euro GBP qui m'intéresse.
c'est celle qui se situe ici à 0,7013. 0,7013 GBP. Donc livre sterling. En dessous de ce niveau, je pense toujours que ce marché peut descendre en direction des 0,69. Le GBP-NZD, il faudra bientôt... Alors, le GBP-NZD, ça c'est la paire complètement à suivre demain, quoi. Demain, la RBNZ qui prend sa décision sur les taux et la livre sterling avec les minutes de la BOE. La monnaie la plus forte, le GBP, face à la plus faible des dernières semaines, le GBP-NZD. Et actuellement, on a une consolidation et un pullback sur un premier support. Faut-il l'acheter? Ça, c'est la question qu'on se pose. Mais ça, c'est la paire de devises qui demain va être extrêmement volatile. Volatile le matin avec la livre sterling, volatile le soir avec la RBNZ, le GBP-NZD. Alors, c'est important de le suivre. Moi, je vais surtout me projeter sur la livre sterling ici. Le GBP-NZD qui suit donc une ferme tendance haussière depuis le 22 avril. On a eu cette jambe de hausse ici entre 2,27 et 2,40. Et puis donc là on est en train de retracer. Bon, moi je pense toujours que finalement si on a un retour ici sur cette zone, comprise entre 2,34,15 et 2,34, entre 2,33,60 et 2,34,15, c'est le premier support. Donc on la retrace. Bon, on n'est pas encore, il n'y a pas encore d'éléments qui invitent à chercher à se positionner, mais on a ici une zone de support qui pourrait faire réagir le marché. Par rapport à la RBNZ, demain à 23h, c'est quand même une période où il y a moins de liquidité, où ça peut parfois décaler de 100 pips parce que forcément le spread peut s'élargir. Il y a moins de liquidité à 23h, quoi. Fin de session US, pas d'européens, ouverture de la session asiatique. C'est souvent assez asséché à ce moment-là, donc c'est souvent pourquoi il y a une grosse jambe, un gros choc sur le NZD. Donc il faudra quand même rester méfiant. L'élargissement du spread, il est simplement dû à l'assèchement des liquidités sur la période, c'est tout. Mais en tout cas sur le GBP-NZD, moi je vais surveiller ce niveau pour une réaction. Le GBP-AUD temporise à plat, mais on est toujours proche d'un haut de canal, je me méfie, mais au-dessus des 2,10, je pense que c'est toujours intéressant à l'achat. Et le GBP-CAD, lui, il va bientôt rentrer en contact de cette ligne de tendance. Franchement, ça me plaît. Alors voilà, franchement, le GBP-CAD, cette ligne de tendance là, elle me plaît pour une stratégie. Donc laissez encore le marché dérivé à plat, mais à une touchette, premier point de contact, ça peut être intéressant. Le GBP-CAD. Que se passe-t-il sur les matières premières? Alors d'ici cet après-midi, vous aurez sur le site un rapport spécial sur les matières premières. On va se concentrer sur le métal jaune, l'once d'or. Qu'est-ce que vous a démontré le mois de juin? Le mois de juin vous a démontré que même lorsque le marché envisage un risque systémique, il y avait le risque de voir la Grèce quitter la zone euro, et donc c'est un bouleversement potentiel pour la zone euro, ou comment se sont comportés les capitaux? Alors, ils ont quitté en partie le marché action, ok. Où sont-ils allés? Ils sont restés liquides peut-être pour certains. D'ailleurs, on constate qu'ils sont revenus rapidement. Ils ont acheté des contrats de dette souveraines de pays dits cœurs, des pays en lesquels on a confiance pour retrouver son capital. L'Allemagne, entre autres. Le Bund qui s'est stabilisé pendant toute la période du risque de Grexit. T française aussi qui a été recherchée quand même. Je vais prendre la cotation de l'once d'or en juin. Il est passé de 1200 à 1070. Bon. Bref. Même lorsque le marché est en juin, il y a aussi eu le petit krach boursier en Chine. Alors ça a plutôt provoqué un effet baissier sur l'once d'or, parce que la Chine étant le premier importateur, premier consommateur mondial de métal jaune, les chocs qui concernent l'économie et la finance en Chine, ça impacte aussi les matières premières. Tout ça pour dire que l'once d'or, c'est pas un actif qui attire les capitaux quand on a peur. Donc vous prenez ça, le mouvement général sur les matières premières, le dollar US, la probabilité grandissante de voir la Fed relever ses taux en septembre. Bref, cassure des plus bas l'année 2014, plus bas de 5 ans. On a désormais une première résistance sur le métal jaune entre 1130 $ et 1142 $,
une résistance qui, si elle est cherchée, sera à vendre. On a une divergence haussière qui, pour le coup, est parfaite, très courte, avec un sommet qui sépare les deux creux en zone de survente, qui invite non pas à anticiper la fin de la baisse, mais à revoir le rythme de la tendance baissière. Et probablement l'installation dans une phase de range, avec pourquoi pas un rebond vers 1120 dollars. Et à ce moment-là, on pourrait considérer les 1120 dollars comme une première résistance pour vendre. Et donc le taux de change euro-dollar qui reste vraiment dans son range 1,0820, 1,0860, vraiment il n'en sort pas. Alors Farid, je vois que USD CHF, USD CHF. Bon, c'est vrai que le CHF, je le suis plus. Pourquoi? Parce que la Banque nationale suisse, elle peut tout bouleverser. J'ai même pas de graphique en fait sur l'USD CHF. J'ai le GBP CHF par contre, parce que c'est une superbe tendance. Et que le GBP CHF a donné un signal d'achat en dépassant les 1,4825, permettant de viser les 1,50. Alors, je vais regarder quand même l'USD CHF si vous le voulez. C'est à peu près la même construction technique. L'USD CHF. Alors, ce qu'on maintenant on sait, c'est que la Banque nationale suisse intervient régulièrement de manière ponctuelle pour affaiblir le franc. Donc, ça soutient bien sûr des dynamiques positives, notamment comme l'USD CHF. Que peut-on viser sur l'USD CHF depuis la cassure des 0,9543? Oui, naturellement, je pense qu'on peut viser les 0,9718 ici sur l'USD CHF. Donc ça c'est en D1. Premier support ici, c'est pour vous Farid que je fais ça. On retrouve ici cet important niveau. On peut probablement tracer des canaux. Donc on peut tracer quelques canaux chartistes. Et puis après on va jeter un œil. Donc la tendance, on voit qu'elle est haussière. Maintenant l'idée c'est de juger l'état de santé de la tendance. Et donc c'est à ce moment-là que peuvent nous servir des indicateurs de momentum. Donc on va les regarder. On a un beau canal ici sur l'USD CHF. Regardez, on a rejoint la partie haute. Donc on temporise un peu. On peut aussi probablement... Alors je vais tracer aussi... Ah, attendez, j'ai pas dû prendre le bon outil. Voilà. Coller au plus haut et au plus bas. Je vais tracer ça. Voilà. Probablement cette ligne de tendance ici, lorsque vous mettez sur les bougies 4 heures et que vous attrapez le bas du 10 juillet et du 14 juillet, ça peut permettre d'attraper quelque chose avec ici un support qui est susceptible d'être intéressant pour une stratégie d'achat à 0,9583 pour viser les fameux 0,9718. Que nous dit maintenant l'indicateur technique RSI sur cet horizon de temps? En effet, on temporise. Au moins revenir à la neutralité et sur ce premier support à 0,9580. Donc 0,9580 comme un point d'entrée à l'achat sur l'USD CHF, pourquoi pas? Je dis pourquoi pas. Et bien sûr, le point parfait, ce serait 0,9540, le pullback. Ça, ce serait vraiment la perfection. Et je ne sais pas si le marché ira. Oui, donc en effet, Olivier 75, un range, voilà, après 14% de hausse. L'USD CHF, je viens de le faire. Le GBP NZD, je vous réponds tout de suite. Les paires en CHF, je viens donc d'en parler. Voilà, vous êtes content. Donc le GBP NZD. Le GBP NZD, voilà, Renato, le niveau que je surveille, moi, c'est vraiment celui-ci. C'est la zone qui est comprise entre 2,3360 et 2,3415. J'estime vraiment que c'est cette zone de prix qu'il faut surveiller sur la parité. Mais honnêtement, il faut faire attention avec le NZD. Imaginez demain un violent contre-pied des rachats de shorts. Je suis méfiant. Par contre, j'ai plus de conviction sur le GBP CAD parce que là, on y voit clair, c'est fort. Et notamment, mettez-vous en chandelier H4 sur le GBP CAD. Vous attrapez tous les points bas ici, le point bas du 10 et le point bas du 14. Et on dérive à plat vers la ligne de tendance. Ça commence à m'intéresser. On n'y est pas encore. Mais au premier contact, ça m'intéressera. Alors, que pensez-vous du pétrole? Alors, le pétrole,
le rythme de la baisse a changé. Là, vous voyez une des conséquences directes d'une contradiction de momentum. Je ne parle pas de div parce que le sommet qui sépare les deux creux, il est repassé par la neutralité. On est passé d'une chute verticale à une chute très très peu pentue. Voilà. C'est comme lorsque vous êtes en voiture en montagne et que vous gravissez un col. Vous êtes en voiture, la côte se fait de plus en plus pentue, ça c'est la tendance haussière. Et puis à mesure que vous allez arriver au col, la station de ski par exemple, la côte va devenir de moins en moins forte, jusqu'à devenir plate. La tendance elle reste haussière, mais l'angle de la route a changé. Ben, c'est ça, votre RSI, votre MACD, votre stochastique. C'est le travail de l'angle de la tendance. Première étape à son inversion. Mais c'est pas mécanique. Parce que vous pouvez finalement voir la route s'aplatir, et finalement vous n'êtes pas arrivé au col, et il y a encore euh, quelque chose à gravir, et là la pente se repentifie, et vous repartez en tendance haussière. On en parlera ce soir à 18 h dans l'émission spéciale, enfin le programme éducatif sur le Relative Strength Index, le fameux RSI. Voilà, bah écoutez, je pense avoir fait le tour, j'ai répondu à toutes vos questions. Bon, il n'y a pas de statistiques majeures aujourd'hui, mais une analyse technique qui est quand même propre et qui permet de se préparer. Prochaine émission avec Sylvain à 13 h, le 13 h des day traders, le DAX, le CAC, l'euro-dollar, mais aussi le SP500 à l'ouverture de la session américaine où ça s'active, avec notamment les résultats d'Apple, de Microsoft, de Yahoo, de Verizon, de Bank of America, bref, du lourd, donc de la vol sur les marchés actions US qui tendent vers leur sommet historique. Merci à toutes et à tous, et donc à tout à l'heure, 13 h avec Sylvain pour le 13 h des day traders.